Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à ce nouveau webinaire. Je suis Véronique Aloua du département commercial international au siège en Espagne. Je suis accompagnée aujourd'hui de Agustin, collaborateur de CIPE. Bonjour. Et Bonjour Véronique. Yves Menez, général manager de CIPE France. Bonjour Yves. Bonjour Véronica, bonjour Agustine. Bonjour Yves. Alors voilà, aujourd'hui nous allons présenter les nouveautés du logiciel CIPE 3D dans la dernière mise à jour que nous avons fait, d'accord, la 2024.d. Ce sont 3 nouveaux modules qui ont été développés pour analyse non linéaire. Les barres à traction seule, le module pour le soulèvement des appuis et le calcul du flambement pour la stabilité globale. Alors voilà, ce sont ces 3 modules dans CIP3D que mes collègues vont vous présenter. Et comme je dis d'habitude, nous enregistrons cette présentation. Pour ceux qui veulent demander à la fin de la présentation l'enregistrement, pas de problème, j'ajoute mon mail et je vous enverrai enchanté cet enregistrement. Et bien voilà, maintenant je vous passe la parole et on commence. Merci. Merci Véronique. Eh bien, je vais partager mon écran. Eh bien, bienvenue à ce webinaire où nous allons travailler aujourd'hui les nouveautés présentes dans la version 2024D. Alors, ces nouveautés affectent le programme CIPE3D et pour pouvoir les utiliser, vous aurez besoin du moteur de calcul OpenSys puisque les calculs vont se faire avec la méthode des éléments finis. Et les modules sont plus concrètement le module barre en traction seule, le module soulèvement des appuis, et pour finir, le module calcul de flambement stabilité globale. En fait, les 2 premiers modules qui sont barre en traction seule et soulèvement des appuis font appel à une analyse non linéaire des éléments. Et pour cela, je vous propose de faire un point sur la linéarité et la non-linéarité des calculs réalisés par CIPE3D, qui nous aidera à mieux comprendre par la suite le programme. Alors, de façon générale, CIPE3D réalise un calcul matriciel. Lors d'une analyse linéaire, la formule qui régit ce calcul est la suivante. On y voit que l'ensemble des forces F et l'ensemble des déplacements U sont reliés par une matrice de rigidité K, qui est la matrice de l'ensemble de notre structure. La matrice de rigidité K est constante et ne dépend pas du déplacement. Et les déplacements, eux, se mesurant à partir d'une configuration non déformée. Alors pour le calcul non linéaire, la formule précédente s'affine puisque la matrice de rigidité dépend cette fois d'un déplacement existant, c'est-à-dire que K est une fonction de U. À ce moment-là, la méthode de calcul doit être incrémentale et itérative. En clair, cela veut dire que la force est appliquée pas à pas et à chaque pas, on calcule le déplacement obtenu. Puis la matrice de rigidité est actualisée, ainsi de suite, jusqu'à la fin du processus. Et à la fin du processus, la force totale est appliquée et le déplacement de la structure est réaliste. Alors voilà comment travaille CIPE3D dans son mode linéaire et dans son mode non linéaire. Alors tout ceci va nous servir par la suite, surtout quand on voudra rentrer plus précisément dans les paramètres du programme. Alors cette analyse non linéaire se traduit par un nouveau module qui est barre en traction seule. Alors, jusqu'à la version 2024C, CIPE3D réalisait exclusivement un calcul linéaire des éléments à traction, ce qui impliquait que le modèle était soumis à des conditions d'application. Alors, ce dessin qui est tiré de la mémoire du calcul du programme va nous permettre de commenter les limites du modèle qui, par ailleurs, donnait des résultats tout à fait fiables. Alors, d'abord, les tirants doivent faire partie d'un cadre rectangulaire. C'est ce que l'on voit ici.
C'est-à-dire qu'il nous faut 4 côtés fermés ou 3 côtés ouverts s'il y a des liaisons extérieures. Et en plus, il nous faut des angles de 90 degrés. De plus, les tirants doivent être des diagonales de ce cadre. C'est-à-dire que tous les contreventements en K, en V ou avec une seule diagonale, on ne pouvait pas les calculer. Mais aussi, les tirants devaient tous être identiques. Alors, identiques en section et identiques en matériaux. Et pour finir, il y avait une relation entre l'aire transversale des tirants et l'aire des éléments du cadre qui était reliée par un facteur de 20%. Et tout ceci étaient les conditions d'application de la version 2024C qui travaillait en mode linéaire. Alors, si nous respections ces conditions, le modèle était parfait et nous avions des résultats 100% fiables. Alors, à partir de la version 2024D, CP3D peut réaliser des calculs non linéaires des éléments à traction. C'est-à-dire que le modèle, cette fois, est exact et que toutes les limitations que nous avons vues à travers ce schéma et qui étaient inhérentes à l'analyse linéaire disparaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites dans la modélisation. Par exemple, nous pourrions très bien calculer ces tirants en dehors d'un cadre, comme ces tirants d'un abri pour véhicule. Nous pourrions très bien calculer ces diagonales en V où chaque barre a une longueur différente. Alors, ça se voit peut-être, mais ici, vous voyez que les montants ne sont pas parallèles et forcément, la longueur des diagonales va être chaque fois différente. Ça, on pourrait le calculer également. Nous pourrions également calculer des contreventements en V en sous-face de charpente bois. Nous pourrions également calculer des diagonales parallèles entre elles, comme sur cette passerelle piétonne. Nous pourrions calculer également des contreventements en K, que je montre ici, en sous-face de charpente bois ou en double K si on est au milieu de la portée. Et tout ça serait possible d'être calculé avec la version 2024D. Donc je pourrais faire défiler des photos comme ça d'ouvrages, mais à la fin, l'idée est qu'il n'y a plus de limite dans la modélisation. Et pour cela, je vous propose d'illustrer mon propos avec ce chantier, qui est un tout petit pavillon au milieu de la ville, classé au patrimoine, mais qui présente un problème, qui est celui-là. Vous voyez que ici, j'ai un auvent qui est retenu par des tirants, et à un moment donné, il est très fortement probable qu'une combinaison fasse comprimer les tirants, et là, je serai obligé de calculer avec la non-linéarité. Donc, je vous propose tout de suite de passer au programme, qui est celui-ci. Alors, pour vous présenter le chantier, au niveau des côtes, alors je me suis inspiré du auvent de tout à l'heure, j'ai mis plus de tirants et je l'ai rallongé. Là, j'ai 7 mètres de portée et les barres principales sont séparées de 3 mètres. Donc ça commence vraiment à être quelque chose d'important. Au niveau des charges, j'ai introduit un panneau et sur ce panneau, j'y ai placé, en plus du poids propre, une charge permanente, une charge d'exploitation et une charge de vent que j'ai dirigée vers le haut afin de m'assurer que pour cette présentation, j'ai des combinaisons en compression. Donc, une fois que j'ai introduit toutes mes barres qui provenaient d'un programme de dessin type AutoCAD, je les ai regroupées entre elles afin d'agiliser après le calcul. Bien, alors, ici le jeu, ce serait une fois que vous avez fini d'importer tout ça et que vous avez fini de décrire les barres et de les charger, vous avez la possibilité, ici,
de continuer à travailler avec les tirants. Ça, cette option va continuer à exister. Et ici, vous avez le fameux dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais faire un passage pour vous montrer les limites de la version 2024C. Alors, j'accepterai, tout en sachant que ça va pas marcher, mais au moins. Alors, calculer les contraintes et déformations, et vous voyez que le programme me dit le tirant n'est lié à aucun cadre contreventé complet. Alors là, on est obligé de passer en non-linéarité. Et ceci, vous l'accédez, vous y accédez à travers barre d'écrire. Vous sélectionnez les barres que vous souhaitez passer en mode non linéaire et vous voyez que ici il y a une petite option. Alors c'est très discret. Au niveau calculatoire, c'est un saut énorme dans la qualité, le fait de passer en non linéarité, mais dans l'utilisation du programme, c'est juste choisir ici mode linéaire ou seulement traction. Alors, il faudrait que je passe en seulement traction, mais j'aimerais quand même vous montrer si vous laissiez comportement linéaire, puisque cela voudrait dire que je ne suis plus contraint à respecter les limites du modèle que j'avais à travers Tyran et que je vais pouvoir calculer. Mais malgré ça, en mode linéaire. C'est-à-dire, imaginez que vous faites par mégarde, vous cliquez sur linéaire. Bien, je vais calculer tout ça. La fenêtre ici, pour ceux qui connaissent CP3D, est totalement inchangée. Je vais juste calculer les profilés. Je ne veux pas qu'il me les dimensionne directement. Et lorsque je vais consulter les éléments, vous voyez que aucun ne passe. Alors, le chantier n'est pas prédimensionné, hein, c'est normal. Mais ce qui est complètement anormal, c'est ça. C'est qu'il n'y en a pas un qui passe, il n'y a pas un rond. Je suis à un rond de 50 déjà et ça passe pas. Et le message est l'effort normal de compression est excessif et dépasse l'effort normal résistant plastique. Bon, bah avec ça, je suis bien arrangé. Mais d'un autre côté, c'est normal. C'est-à-dire que même si vous faites un oubli en introduisant vos barres maintenant en dehors du cadre des tirants, mais en cliquant sur générique, le programme va pouvoir calculer et va vous attirer l'attention avec ses résultats. Là, par exemple, je vais consulter les efforts. Seulement des barres, je veux voir l'effort normal. Et je vais sélectionner les combinaisons propres à l'acier. Alors, je vais prendre, alors voilà ici toutes les combinaisons que le programme a générées automatiquement, et je vais prendre la première. Vous voyez que ici, j'ai un effort normal, N égale à 1,5 tonnes, à peu près. Bien, c'est une traction, parfait, aucun souci. Par contre, dès que je commence à faire rentrer le vent, vous voyez que j'ai une compression puisque j'ai un effort normal négatif. Et là, vous vous rendez très bien compte que c'est le motif pour lequel aucun rond n'était susceptible de répondre aux critères des normes sélectionnées. Alors, ce qui reste à faire ici, en fait, c'est tout simplement faire les choses bien et aller pour calculer des éléments que vous suspectez qu'ils vont travailler seulement en traction, et bien les présenter comme seulement en traction. J'accepte. Alors là, je suis en non-linéarité pure. Hein. J'ai exactement le même menu que tout à l'heure, calculer les contraintes. Et vous voyez qu'ici apparaissent deux nouvelles options qui me permettent de réaliser un calcul linéaire et à la fois non linéaire. Alors je vais laisser les deux, car dans le même chantier, il est tout à fait naturel d'avoir des éléments qui travaillent de façon linéaire et d'autres qui ne peuvent travailler que en mode non linéaire, comme ces tirants que j'ai dans mon chantier. Alors j'accepte. Bien, là, il me dit en fait que la structure n'est pas vérifiée au feu. Bon, c'est pas très grave. Bien, par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est d'aller directement voir les efforts. Et on va passer par là d'abord.
Alors, je recommence avec la première combinaison que j'avais au début, c'est-à-dire uniquement le poids propre et la charge permanente. Et vous voyez que sa valeur n'a pas changé. J'ai toujours 1,5 tonne, c'est parfait. Maintenant, si je prends la combinaison qui était tout à l'heure problématique en compression, vous voyez que maintenant, entre crochets, j'ai NL, c'est-à-dire non linéaire. Et quand je vais consulter ces efforts, je me rends compte que il y a 0. C'est-à-dire que ces éléments, le programme a considéré qu'ils ne pouvaient pas être comprimés et il a déclaré 0 comme minimum. Au niveau du dimensionnement des barres, alors ça ne passe toujours pas, je vous ai dit que le chantier n'était pas prédimensionné, mais vous voyez que là, au moins, je peux commencer à réfléchir si j'ai besoin d'un R19 ou d'un R20. Bien, là, je commence à avoir des résultats un peu plus digestes. Au niveau des barres, ici, eh bien, c'est pareil, hein. Le programme, pour le reste, ne change pas. Alors, pour faire un résumé, il s'agirait en fait de venir à travers, enfin d'importer le chantier d'un programme de dessin, de déclarer ses barres, de déclarer ses charges, et au moment de déclarer les tirants, de les faire passer comme générique, seulement traction. Calculer, et après vous avez accès à toutes les options que pouvait avoir le programme. Là, vous voyez, bon, là, c'est 10 fois augmenté 10 fois, mais si, et là, vous pouvez avoir le programme tel que vous aviez jusqu'à présent, où vous pouviez voir et comprendre votre structure à travers différents menus. Bien. Il y a une fenêtre que vous allez forcément visiter lorsque vous commencerez à vous frotter avec le programme. C'est combinaison linéaire. Alors là, on commence à rentrer sérieusement dans les paramètres du programme et vous voyez que cette fenêtre fait écho à ce que je présentais au tout début où je disais que la méthode de calcul était incrémentale et itérative. Alors, pour commencer, vous voyez ici toutes les combinaisons qui ont été générées et qui sont du type non linéaire. Ces combinaisons sont générées automatiquement. Ça, c'est un très grand avantage. Vous n'avez en fait, vous, qu'à charger, comme d'habitude, de votre poids propre, de votre charge permanente, de votre charge d'exploitation, des vents, des neiges, de tout ce que vous croyez être nécessaire, mais les combinaisons non linéaires sont générées automatiquement. Maintenant, pour des utilisateurs très particuliers qui auraient peut-être besoin de faire une analyse très précise, il est possible de créer sa propre hypothèse, pardon, sa propre combinaison. Là, par exemple, j'en ai créé une avec le signe plus, et par exemple, je vais faire le vent, et je vais lui affecter un coefficient égal à, je sais pas, 3, par exemple. Et donc, ça voudrait dire tout simplement que je vais étudier uniquement ma structure avec une combinaison qui serait 3 fois le vent. Alors, j'ai pris 3 fois le vent, mais vous pourriez déclarer une combinaison peut-être plus travaillée et juste étudier combinaison après combinaison. C'est quand même un usage assez particulier et très fin, mais le programme permet de le faire. Alors, je vais retirer celle que j'ai créée. Après, vous avez vu que je peux décider aussi, avec les combinaisons qu'il a générées, d'activer certaines ou d'autres. La logique, quand vous faites un calcul et que vous voulez tirer des plans et tout passer dans StruVimStyle et CPConnect, c'est de tout activer ici. Maintenant, si vous vous souvenez, j'avais parlé que la méthode de calcul qu'utilisait CP3D pour l'analyse non linéaire était une méthode incrémentale et itérative. Alors, incrémentale, le programme appelle ça échelon de charge. En fait, cette valeur ici va diviser par 10 votre charge totale. C'est-à-dire, le programme va prendre cette combinaison, il va obtenir un résultat, et il va diviser cette charge de cette combinaison, la première,
par 10. Alors, je peux aller jusqu'à 100. Donc, à chaque passage, il va rajouter 1/10 de la charge totale. C'est facile à comprendre. Si je mets 2, eh bien, il va faire en fait 2 échelons de charge. Si je mets 100, il va faire 100 échelons. Bien, le programme aussi utilise une méthode itérative. C'est ce qu'il appelle itération. En fait, c'est le nombre d'itérations que vous autorisez pour trouver une solution d'équilibre au système d'équations que résout le programme. Vous pourriez aller jusqu'à 100. Alors, le problème dans les méthodes de calcul itératif, c'est de décider à partir de quelle précision je considère qu'un résultat est acceptable. Alors, c'est ce qui est connu comme critère de convergence des solutions d'équilibre obtenues pour terminer un calcul itératif à chaque échelon et avant d'en commencer un autre. Alors, le programme appelle ça tolérance. C'est-à-dire que c'est l'erreur en termes d'énergie qui est de l'ordre ici de 10-8, c'est-à-dire 100 millionièmes, c'est-à-dire rien, c'est rien. Enfin, c'est extrêmement précis, je veux dire. Et donc, c'est l'erreur que je considère comme acceptable et on considère que l'état d'équilibre est atteint pour un échelon de charge avant de passer au suivant lorsque cette tolérance a été atteinte. Alors, les valeurs que vous voyez là dans cette fenêtre sont tout à fait raisonnables et permettent d'obtenir des résultats tout à fait fiables. Maintenant, il est possible que une structure particulière soit telle que vous n'arriviez pas à obtenir une solution convergente du système d'équation. Alors, ça serait possible, c'est quand même très rare, c'est le dernier pourcent des structures, mais ça serait possible. Alors, il faudrait en fait passer en revue chaque combinaison. Alors ici, j'en ai 8, mais tout à l'heure, je vous montrerai un chantier où j'en ai 639. Il faudrait passer en revue chacune des combinaisons, trouver celle qui est problématique et agir sur les échelons de charge. Alors, autant trouver une aiguille dans une meule de foin, et pour ça, le programme le fait pour vous. C'est ce qu'on appelle ici tentative. Si vous n'arrivez pas, le programme n'arrive pas dans une combinaison concrète à faire converger ces solutions, alors lui tout seul va multiplier par 2 le nombre d'échelons de charge. C'est-à-dire si vous avez mis 20, pour la combinaison problématique, il fera un passage avec 40. S'il n'arrive pas à faire converger dans la deuxième tentative, il remultipliera le nombre d'échelons par 2. Et il fera ça autant de fois que vous aurez précisé ici. Alors vous pouvez aller jusqu'à 100. Vous pouvez aller jusqu'à 100 ici. Bon, de toute façon, à force de multiplier par 2, vous arriverez avant à saturer le nombre d'échelons plutôt que les tentatives totales. Mais c'est quelque chose de très, très, très intéressant puisque s'il y a un problème, le programme essaye de le résoudre en affinant l'échelonnage de charge, sans vous laisser avec un simple message en disant ben maintenant c'est à vous de trouver parmi les 1000 combinaisons. Donc, et si au bout de ces tentatives, il n'y a pas de solution convergente, alors très sincèrement, un message apparaîtra, mais c'est qu'il y a un autre problème au niveau de la modélisation 3D. Peut-être que vous avez déclaré un nœud d'une façon alors que vous pensiez le faire d'une autre, mais c'est quand même extrêmement rare. Bien, une fois ceci dit, pour faire un résumé, puisqu'il s'agit quand même d'utiliser le programme d'une façon rapide et efficace, une fois que vous rentrez votre chantier depuis des programmes de dessin, vous déclarez vos barres en décrire, vous les chargez avec charge, comme d'habitude. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déclarer les pièces qui vont travailler en traction seule, en comportement traction seule. Vous acceptez, vous calculez, puisque les valeurs de paramétrage de la méthode de calcul sont tout à fait raisonnables.
Et là, bah tiens, je vais faire un passage de façon qu'il me dimensionne tout d'un coup. Voilà. Je vais vérifier les éléments. Et là, tout fonctionne. C'est-à-dire que là où avant il me demandait un R19, il me l'a mis tout seul. Là, il me demandait un 240B, il me l'a mis tout seul. Cette barre étant en prolongation ici aussi, il me l'a mis. Et je pourrais continuer la dynamique du programme que j'avais comme d'habitude, c'est-à-dire passer à récapitulatif, passer au plan et tout envoyer au Beam Server Center, car les combinaisons non linéaires alimentent également CP-Connect et Strubim Steel. Donc voilà pour ce nouveau module barre en traction seule. S'il y a des questions, Yves, je serai Oui. enchanté. Eh ben écoute, tu m'entends là? Oui? Oui, parfaitement. Non, ben écoute, pour l'instant, non, c'est plutôt calme, pas de questions. Je suis assez surpris, peut-être qu'elles vont arriver après, mais tu peux enchaîner sur la deuxième partie. Et si des questions sur les barres en traction seules réapparaissent après, bah écoute, on les traitera ensuite. Je crois que tout le monde est attentif et boit tes paroles. Donc, Alors, voyons maintenant le deuxième module de CP3D qui est soulèvement des appuis et qui fait aussi appel à une analyse non linéaire des éléments. Alors, avec CP3D, j'ai généré un radier, c'est-à-dire pour CP3D, c'est une plaque en béton qui simule un radier et qui est appuyée sur le terrain. La plaque en béton a une épaisseur constante. Ce que vous voyez, c'est la triangularisation due au maillage des éléments finis et ce radier a été calculé, enfin chargé et calculé. Donc, on va lui réaliser une coupe longitudinale et on va commencer à réfléchir à ce qui se passe. Alors, si je regarde mon radier de face, j'aurai ceci. Alors, comme il s'agit d'une plaque appuyée sur le terrain, eh bien, on peut modéliser ce terrain comme un ensemble de ressorts qui vont réagir à la descente de charge qui lui arrivera dessus. Bien, alors en analysant plus finement les combinaisons, il se trouve qu'il y avait une déformée suivant l'axe Z qui présentait cet aspect. On y voit deux ventres vers le bas. C'est une compression. Euh, Le terrain, en fait, ici, va réagir de cette façon, c'est-à-dire le terrain également va se comprimer en fonction de la descente de charge et chaque ressort va travailler indépendamment des autres. Vous voyez que les ressorts aux extrémités ne se compriment presque pas par rapport à là où vous avez un minimum qui est en rouge, rouge bien foncé. Bien, pour l'instant, rien d'extraordinaire. Maintenant, en analysant d'autres combinaisons, il se trouve qu'il y en a une qui est comme ça. Alors, vous voyez que ici, j'ai un ventre, parfait. Il s'agit d'une compression, mais j'ai également un soulèvement. Donc, il s'agit d'une traction. Alors, au niveau du comportement du sol, eh bien, vous voyez que chaque ressort va travailler de la même façon, indépendamment les uns des autres. Et là où la descente de charge va les comprimer, eh bien, elle se comprime. Et là où j'ai un soulèvement, eh bien, les ressorts vont se soulever. Bien. Mais si on fait un zoom dans la partie qui se soulève, on constate plus nettement que certains ressorts vont travailler en compression et d'autres vont travailler en traction. Alors ce modèle s'obtient par une analyse linéaire de l'interaction structure-terrain. Mais si on y regarde de plus près, là où il y a un soulèvement de la plaque, tout se passe comme si le terrain restait en contact avec la plaque et l'empêchait de se soulever. Alors pour mieux comprendre, on va prendre un exemple tout bête. C'est comme si j'avais un objet mis par terre et j'essayais de le soulever. Et vous remarqueriez que au moment de le soulever, vous remarquez que le terrain, enfin ou le sol, votre plancher reste en contact avec l'objet et essaye de le ramener vers le bas. Mais pas par gravité, mais par réaction du fait de vouloir le soulever. Donc vous voyez que ce n'est pas un modèle qui est le plus fiable
possible lorsqu'il y a des tractions. Quand vous faites un pas en avant, le sol ne se déforme pas pour vous empêcher de le faire. Donc, il faudrait passer dans une analyse non linéaire de l'interaction structure-terrain. Et donc là, cette non-linéarité nous permettrait de retirer les ressorts en traction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de traction dans ma plaque. La plaque, elle va réagir en fonction de ma descente de charge. Mais cela veut dire que la modélisation sera plus fiable parce que les ressorts qui résisteraient à ce soulèvement n'existent pas parce que dans la réalité, le terrain ne se comporte pas ainsi. Alors, au niveau de la présentation du programme, je vous propose de travailler une tour de ce type-là, où j'y ai mis un vent, pas très grand, c'est vrai, mais la tour est haute, elle fait 21 mètres, et j'ai déclaré une plaque. Et on verra, on pourra commenter quelques résultats. Alors, voici ça. Voici l'ouvrage. Il s'agit d'une tour, comme je vous disais, ça fait 21 mètres de haut. Le chantier a été calculé parce que ça prend environ 5-6 minutes. Au niveau des barres, je les ai regroupées entre elles. J'y ai mis les montants tous entre eux. J'y ai mis également les diagonales et j'y ai mis également les pièces qui sont horizontales. Au niveau des barres, j'ai également déclaré les montants comme seulement traction. Donc là, je suis vraiment en train de tirer parti de toute la linéarité des nouveaux modules. Et au niveau de la plaque, j'ai déclaré une plaque comme un radier. Et vous voyez qu'ici, en plus d'avoir présenté un module de réaction, j'ai présenté un comportement linéaire. Alors ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ici, vous pourriez déclarer la linéarité, c'est-à-dire que ce que faisait le programme jusqu'à présent, ou décider de uniquement considérer les ressorts travaillant en traction. Alors, j'ai fait un passage en linéarité pour vous montrer ce que cela donne. Alors, une fois le chantier calculé, j'ai toujours accès au même menu. Et ici, je vais directement visualiser ce qui se passe. Alors, je vais voir ma structure, je vais voir les isovaleurs, les déplacements en Z, et je vais voir les aciers combinés. OK. Bien. Peut-être celle-là. Ouais. Bon, vous voyez ici, bon, ça a été augmenté 50 fois, hein, mais vous voyez ici que j'ai une partie qui est comprimée, ça se voit parce que la valeur est négative. Parfait, c'est logique, ce sont les deux pattes de ma tour. Et ici, j'ai une partie qui est soulevée puisque j'ai 0,25 mm. Et bon, ça peut être logique. Lorsque je fais une animation, je me rends compte ici que ma structure bouge et finalement mes appuis, comme c'est de l'ordre du dixième de millimètre, ben, c'est pas évident à voir, mais ils font pas grand-chose. Alors, je vous propose maintenant de passer sur un mode non linéaire. C'est exactement le même chantier. Au niveau des plaques, cette fois, je l'ai présenté comme compression uniquement. C'est-à-dire que j'ai accepté la non-linéarité du calcul de la plaque, enfin de l'interaction plaque-terrain, et j'ai accepté de ne pas avoir ces fameux ressorts en traction. Alors, une fois que je vais voir ma déformée, alors je vais voir ceci, je vais prendre les combinaisons de l'acier. Je crois que j'avais pris celle-là. Celle-là ou celle-là?
J'avais pris celle-là, ouais, exactement. Et vous voyez que là, le comportement n'est pas du tout le même. J'ai toujours la même compression. Avant, j'avais 0,54. Maintenant, j'ai 0,55. Je vous rappelle qu'on est en millimètres, donc c'est vraiment anecdotique. Par contre, la distribution n'est plus du tout la même. Si avant, là, j'avais un très faible soulèvement, là, j'ai quand même 16 millimètres. Et lorsque je passe à la modélisation en à travers une animation, vous voyez clairement que ça se soulève. Alors, le module soulèvement en appui n'est pas un module qui va vous enlever tous les soulèvements. Les soulèvements seront le fruit de votre descente de charge. Ici, cette tour, je n'ai fait que la charger avec un vent que je pourrais présenter maintenant. C'est un vent de 200 kg par mètre carré. Bon, vu que ce sont des profilés minces, c'est pas non plus énorme ce que j'ai mis. Mais vous voyez que ici, la modélisation du terrain est beaucoup plus fidèle, puisque dans toute cette partie qui est soulevée, le terrain ne va pas interagir en retenant ma plaque. Alors, cette non-linéarité apparaît dans la modélisation des plaques à travers comportement, compression uniquement, mais elle apparaît également dans nœuds, liaison extérieure. Alors, j'en prends un au hasard, mais cette fenêtre est exactement comme celle que vous connaissiez. Ceci également, mais lorsque je vais vouloir présenter un nœud élastique, en plus du facteur K, je vais pouvoir ici choisir si je vais travailler avec des ressorts dans les deux sens. Donc j'aurai basiquement une linéarité où je souhaite éteindre un type de ressort ou un autre en fonction de de mes axes globaux. Bon, ça c'est aussi quelque chose qui est lié avec le soulèvement des appuis, puisque ici, si je n'avais pas eu une plaque, j'aurais très bien pu déclarer cet appui de cette façon-là. Sur Z, et j'aurais pu présenter mon appui ainsi. Alors, au niveau de la gestion du nouveau module, il s'agit tout simplement, encore une fois, de venir avec votre structure d'un programme de dessin type AutoCAD ou autre, et de présenter, comme vous le faisiez jusqu'à présent, vos barres, de les charger, de les regrouper en fonction de vos intérêts. Et lorsque vous souhaitez passer en mode non linéaire, déclarer les nœuds comme ce que l'on vient de voir, avec une modélisation non linéaire, ou si vous le souhaitez, si vous avez des plaques, définir votre plaque seulement en compression seulement, ou compression uniquement, pardon. Et de cette façon, vous calculez et vous avez une modélisation qui, je reviens à ma présentation, une modélisation qui est bien plus fiable, puisque ici, ce sont des simples captures d'images des deux calculs, parce que je ne peux pas présenter deux calculs différents avec le même, enfin en même temps, hein, en synchro. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous faire des petites vidéos où vous voyez très bien que la déformée de la structure est très ressemblante. Par contre, le comportement de la plaque, lui, n'est pas du tout le même. Là, on se demande même si le vidéo tourne. Par contre, là, on le voit clairement. Donc, l'analyse du module CP3D soulèvement aux appuis vous permet de modéliser un terrain de façon beaucoup plus réaliste lorsqu'il y a un soulèvement. Puisque j'en conviens, ici, si vous regardez, j'ai une compression de 0,54 et ici 0,53. Bon, la compression est à peu près la même, mais le reste, l'analyse est plus réelle avec un comportement non linéaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce module, puisque en fait, on a fait le tour, hein? Non, c'est bon, tu peux passer à la partie suivante, Agustin, si tu veux. Parfait. Qui va être une des. Les autres sont intéressantes, mais la dernière partie, le flambement, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est intéressant, mais après, dans l'utilisation du programme, c'est quand même assez discret. Il n'y a pas de nouvelles fenêtres, mais c'est vrai que
au niveau conceptuel, c'est un saut dans la qualité incroyable. Alors ici, nous allons voir maintenant le nouveau module, le troisième nouveau module de CIP3D pour le calcul de flambement et la stabilité globale. Alors pour cela, je vous propose de faire un bref rappel sur les différentes façons d'envisager le calcul de flambement afin de mieux comprendre ce que ce module peut nous apporter dans l'analyse de nos structures. Alors, il y a une façon traditionnelle dont je suis certain que tout le monde se souviendra et qui apparaît dans tous les ouvrages de structure, qui est l'étude de la barre biarticulée. Lorsqu'on applique une force de compression à cette barre, eh bien, elle va se comprimer. Sauf que si cette barre dépasse une certaine limite, eh bien, nous aurons un flambement. Cette force critique est calculée sur la base de la colonne d'Euler, dont la formule est la suivante. Alors, lorsque les conditions d'appui changent, c'est-à-dire lorsque j'ai une barre articulée encastrée, une barre bi-encastrée ou une barre encastrée libre, la charge critique de flambement est calculée avec cette formule, où intervient une longueur équivalente de flambement avec un bêta ici en rouge. Et le bêta, suivant les cas, va prendre une valeur égale à 1, égale à 2, pardon, égale à 0,7, à 0,5 et à la fin égale à 2 pour encastrer libre. Bon, jusqu'à présent, ça, c'est quelque chose d'assez connu dans les cas de structure où il n'y a pas de translationnalité. Bien, jusqu'à présent, pour la version 2024C, le programme CIP3D permettait au concepteur de travailler sur un modèle tridimensionnel, lui permettant de dimensionner et d'optimiser sa structure. Alors, la conception et le calcul de flambement se faisaient en déclarant les bêtas, suivant les conditions d'appui de chaque élément séparément. Et là, sincèrement, il fallait avoir les idées très claires parce que ce sont des combinaisons qui prennent l'hypothèse de la non-translationnalité et tous les appuis de nos chantiers ne sont pas si représentatifs d'un cas d'école. Ici, moi, j'ai 3-4 valeurs qui sortent d'un livre, mais après la réalité, ben, j'ai mes appuis comme ils sont et j'ai mes liaisons barre poteau, barre plancher. Et donc, il y avait toujours un grand doute, quelle valeur finalement je dois prendre, sachant que le flambement est dimensionnant pour 99% des charpentes métalliques. Alors, il y a une autre façon de calculer le flambement, et c'est ce qu'utilise maintenant la version 2024D, c'est-à-dire l'Eurocode 3 et son chapitre 5. Là, on y précise que l'effort normal critique, c'est-à-dire NCR, à partir duquel il existe un flambement critique, peut s'obtenir en multipliant l'effort normal de compression NED par un alpha critique, qui est aussi appelé coefficient d'amplification critique ou autovaleur. Et c'est comme ça que le programme va l'appeler, autovaleur. Alors, cet alpha critique, avec cet alpha critique, on peut obtenir les bêtas à travers la formule suivante qui intègre également la formule de l'air de tout à l'heure. Alors, ce bêta est calculé et ne repose plus sur des tables empiriques. Alors, cela représente une approche bien plus compliquée, certes, mais bien plus réaliste du flambement, car elle tient compte de tout le modèle tridimensionnel de votre structure, c'est-à-dire de l'ensemble des barres et des nœuds, mais également l'ensemble des déplacements, ce qui fait que les bêtas, que votre structure soit translationnelle ou intranslationnelle, eh bien, ça ne représente plus aucun problème puisque le programme va les calculer pour vous en fonction de votre chantier et de vos charges. À partir de la version 2024D, voilà, CIP3D réalise un travail beaucoup plus réaliste
c'est-à-dire à travers un modèle toujours tridimensionnel que le concepteur introduirait. Et pour chaque combinaison de charges, qu'elle soit linéaire ou non linéaire d'ailleurs, aucune importance. Et pour chaque mode de flambement, le programme va pouvoir calculer les alphas critiques pour déterminer après automatiquement les bêtas. Et donc, ce sont des bêtas réels pour chacun des plans, le plan fort ou le plan faible, par élément. Et vous n'auriez de cette façon plus à chercher soit des cas critiques, soit enfin des cas critiques, des cas empiriques, pardon, comme avec l'attribution des bêtas avant la version 2024D, soit en restant du côté de la sécurité, en se disant ben, je vais quand même mettre une valeur plus sécurisante parce que finalement, je ne suis pas certain de cette valeur, ce qui nous arrivait à tous, très sincèrement. Alors, au niveau du programme, je vais vous présenter ceci. Alors, c'est juste pour démarrer. Après, je vous présenterai un hangar industriel, mais les calculs sont un petit peu longs. Par contre, là, sur ce chantier, ça prend quelques secondes et c'est très agile. Alors, ce sont les 4 colonnes typiques de tous les livres de structure. Vous y voyez ici le modèle de l'air, et puis après, les différentes colonnes en fonction des appuis. Alors, lorsque l'on fait une utilisation du programme habituel, on arrive d'un programme de dessin, on importe tout ça et on se retrouve avec nos barres. Alors, si je ne fais rien, le programme, lui, par défaut, va me laisser 1. Un bêta automatique égale à 1. Et je vous propose de calculer. Imaginez que quelqu'un ne se préoccupe pas du flambement. Alors moi, je vais à calculer les contraintes. Là, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Je vais juste vérifier les profilés. Et lorsque je vais voir vérifier les éléments, vous voyez qu'ici, j'ai un taux de travail de résistance avec une erreur de 1000%. 1010%, ici aussi, là aussi, là aussi. Donc, vous voyez que, indépendamment du type d'appui, si j'ai fixé mes bêtas, le programme accepte les bêtas, puisque vous lui avez fixé, et il va calculer. Et donc là, il est normal que finalement, j'ai, quels que soient les appuis, toujours le même taux d'erreur. Bien, maintenant, imaginez que je fasse un calcul un peu plus réfléchi. Et donc, pour cette barre, qui est le cas modèle, le cas de l'air, j'ai une valeur de 1, 1. Parfait. Par contre, ici, je suis dans le cas où j'ai 0,7, 0,7. Le programme me l'affecte. Ici, je suis en encastré, donc c'est 0,5, 0,5. Et là, je suis à 2 puisque je suis encastré libre. Bien, imaginez que maintenant, je calcule. Alors, je vais voir ce qui se passe au niveau de mes éléments. Alors ici, j'ai toujours une erreur de 1000%. Forcément, j'ai rien changé là. J'ai toujours laissé mon bêta. Par contre, ici, j'ai une erreur de 500%. Donc, c'est déjà 2 fois moins. Ici, j'ai 270%. Donc, c'est encore nettement moins. Et là, par contre, j'ai une erreur qui frôle les 4000%. C'est-à-dire, vous voyez bien que le flambement est quelque chose de très, très, très délicat. Et avoir un outil qui nous permette de sécuriser cette phase du calcul est très, très, très intéressante. Alors, comment fonctionne ce module? Alors, je vais revenir en arrière. Je vais partir de l'idée de quelqu'un qui ne veut pas se préoccuper du bêta, qui arrive en ayant importé sa structure d'un programme de dessin et qui laisse le 1 par défaut. Alors, vous voyez qu'ici est apparu un nouveau menu qui est analyse de flambement. Alors, je vais calculer. Tout ceci, je vais l'expliquer dans quelques secondes, mais c'est pour vous montrer la finalité du programme. J'accepte.
Et là, le programme me dit, l'analyse de flambement s'est terminée correctement et les coefficients de flambement de 4 barres ont été actualisés. Et vous voyez que là où j'avais mis des 1 partout, bien là, j'ai 1,02, 1. Là, j'ai 0,70, 0,70, 0,5, 0, 2, 2. Alors, vous allez me dire, bah, finalement, j'aurais pu le faire tout seul. C'est vrai. Mais si vous prêtez attention, déjà ici, j'avais fait une erreur, certes, dans le sens de la protection, hein, dans le sens où, en mettant un 0,5, j'étais du côté de la sécurité, mais finalement, je n'étais pas en train de faire un calcul fin, j'étais en train de faire un calcul par méconnaissance ou par inertie. J'ai mis 0,5, 0,5 dans les deux plans. Bon, et ça, le programme, c'est ce qu'il permet de faire. Alors, je vous montrerai tout à l'heure avec un chantier qui est un hangar industriel, mais là, je vais vous présenter cette fenêtre. Alors, mode de flambement. Le concepteur peut définir ici le nombre de le nombre de modes de flambement avec lequel le programme va travailler, c'est-à-dire les déformés possibles qui seront pris en compte pour l'analyse des déformations. Alors, vous pouvez monter jusqu'à 100. Filtrer les valeurs propres supérieures à la valeur indiquée. Alors ici, c'est 100. Le petit point étant une virgule. Cela permet au concepteur de ne pas tenir compte des barres dont la valeur du coefficient d'amplification critique, c'est-à-dire le alpha CR, serait très élevée. Prenons un exemple. Si une barre donnée a un alpha CR égal à 100, comme ici, cela voudrait dire qu'elle est susceptible de flamber lorsqu'elle recevra 100 fois la charge qu'elle reçoit actuellement par sa combinaison de charges. Donc, autant dire qu'elle ne va pas flamber avec ce que vous lui mettez. Donc, finalement, on pourrait simplifier le modèle en la retirant. Vous savez que cette barre ne va pas flamber. Ça agilise les calculs et ça simplifie après la lecture. Le modèle demande une discrétisation des barres que l'utilisateur peut décider soit par un nombre de tronçons, soit par une longueur maximale. Bon, ça c'est au goût. Par contre, après, pour les barres en acier, valeur de NED, NR minimal, pour qu'une barre soit considérée dans l'analyse, 1%. Alors, cela permet de faire en sorte que les barres qui ont un effort de compression inférieur à ce pourcentage ne rentrent pas dans l'analyse. En fait, cela permet de retirer toutes les barres qui auraient un effort de compression résiduel, qui serait en train de rallonger le calcul et qui n'apporterait absolument rien. Donc, toutes les barres qui ont un effort résiduel, vous pouvez les sacrifier à partir du pourcentage que vous avez là et ça ne changera absolument rien. Bien. Après, ces deux parties, actualiser les combinaisons et actualiser les coefficients de flambement, je les explique tout de suite, bien que actualiser les flambements, je le laisse par défaut, car je veux que le programme m'actualise les coefficients directement. Et le pourcentage de participation, je le présente tout de suite à travers une fenêtre bien plus riche. Alors, j'accepte. Bien, là, il me dit qu'aucun changement n'a été réalisé puisque le chantier avait déjà été calculé. Et je passe à analyse de flambement, mode de flambement. Alors ici, vous voyez que, je vais consulter la déformée, vous pouvez consulter les différentes combinaisons que le programme génère. Alors ici, pour être sincère, je n'ai que le poids propre parce que je n'ai chargé ces barres que d'un poids propre. Je peux vous le montrer, il est là. J'ai mis 5 tonnes. Bon, c'est vraiment pour que ce soit visible, mais j'ai pas rentré de vent, j'ai pas rentré de poids propre. Et donc, forcément, lors de la génération des combinaisons, j'en ai qu'une. C'est rapide à calculer pour une présentation. Mais ici, vous auriez les 600
combinaisons que je vais vous présenter dans quelques secondes. Chaque combinaison, le programme va donc tenir en compte votre choix dans le nombre de modes. Ici, j'avais laissé par défaut 20, donc j'ai jusqu'à 20 modes. Et entre crochets, j'ai le alpha critique, c'est-à-dire l'auto-valeur à partir de laquelle la barre risque de flamber. En clair, ça veut dire que ici, pour celle-là, pour le premier mode, la barre qui va flamber est celle-ci. C'est-à-dire qu'avec 0,02, c'est-à-dire 2% de la charge que j'ai mis à cette colonne, elle va déjà flamber. Donc c'est la première qui va flamber et c'est le premier mode. Après, le deuxième serait celle-là, ça veut dire qu'elle va flamber avec 10% de ce que je lui ai mis. La troisième serait celle-ci, et comme ça, ainsi de suite, vous pourrez consulter pour cette combinaison de charges l'ensemble pour cette combinaison de charges et pour chacun des modes de flambement, vous pourriez consulter son comportement et son alpha CR. Bien, tout ceci, très sincèrement, c'est dans un souci de transparence. Vous pourriez également consulter ces valeurs lorsque vous, à travers le récapitulatif ici, que je montre ici avec le curseur. Mais ce qui m'intéresse finalement, ce sont les bêtas. Alors pour cela, le programme fait une analyse de sensibilité, c'est-à-dire que pour le mode considéré, il va, ici le troisième, il va considérer que celle-là est en train de flamber et toutes les autres vont participer dans un pourcentage inférieur s'il va participer dans un pourcentage inférieur au niveau, dans une approche d'énergie. Bien. Et donc, ici, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un chantier un peu plus intéressant quand même. Alors, il s'agit d'un hangar industriel, c'est celui dont je vous parle depuis le début. C'est lui. Vous l'avez dans les exemples du programme, si vous voulez sonder un peu le programme et le découvrir. Alors, au niveau des charges, c'est vraiment un cas qui pourrait être tout à fait réel. J'ai, en plus des cas du poids propre, pardon, j'ai des charges permanentes. J'ai deux surcharges d'exploitation, une qui est de type bureau et une qui est de type toit. Après, j'ai 12 vents, c'est-à-dire j'ai un vent à gauche, un vent à droite, un vent frontal de chaque côté. Après, j'ai des vents en surpression, en sous-pression. Bon, à la fin, ça m'en fait 12. Et puis, j'ai aussi trois types de vent, c'est-à-dire le vent en ayant combiné, pardon, la neige en ayant combiné le vent, puisque j'ai une toiture inclinée. Une fois que tout ceci a été calculé, pardon, a été présenté au niveau des barres et au niveau des tirants, puisque au passage, on peut revoir les barres en traction seule. Ici, vous voyez que les tirants ont été générés seulement traction. Donc là, je tire vraiment parti de tous les nouveaux modules. Je ne vais pas tout de suite calculer. Ce que je vais faire, c'est analyse de flambement, calculer. Alors, je ne vais pas calculer parce que j'en ai pour 20 minutes. Mais une fois le chantier calculé, il s'agirait d'aller à barre, flambement. Et si je fais un zoom, vous voyez que tous ces paramètres ont été déjà déclarés grâce au nouveau module calcul de flambement stabilité seule de la version 2024D. Puisque ici, vous avez 0,15, 1,24 pour cette barre. Pour ces poteaux, j'ai 0,15, 2,24. Alors, il fallait être quand même assez fin pour se rendre compte et manuellement mettre 0,15, 2,24. Mais le programme, là, tient compte de la déformée réelle de votre structure en fonction de ce que vous lui avez chargé. Et en fonction de cela, il va attribuer des coefficients bêta réels. Alors, pour les tirants, j'en ai pas, évidemment. Ça ne comprime pas, ça va pas flamber. Mais j'aurai ça pour toutes les barres.
Je peux également décider que le programme n'affecte pas les bêtas dans un plan donné. C'est-à-dire, ici, j'ai cliqué sur un poteau, mais il est tout à fait possible que ce flambement qui a été calculé par la nouvelle méthode ne soit pas réaliste lorsque je vais exécuter mon chantier. Il est possible qu'ici, sur un des plans, eh bien, j'ai un mur ou j'ai une façade dont je suis certain qu'il va bloquer ce flambement. Alors ça, vous pourriez le faire ici, permettre d'actualiser les efforts, permettre d'actualiser les coefficients de flambement suivant un plan donné. Alors si vous cliquez les deux, alors le programme va actualiser en considérant que le flambement est libre dans les deux plans, mais si vous en désactivez un, il prendra celui que vous aurez déclaré dans cette partie-là. Et donc, vous aurez le bêta dans un plan et dans l'autre, vous aurez le vôtre. Donc, il y a une vraie flexibilité dans l'utilisation de ce programme et une assurance au moment de déclarer les bêtas. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Alors, s'il y a des questions, Yves? Oui, Agustine. Oui, alors il y a quelques questions que j'ai répondues en privé, mais spécifiquement sur les modules, il n'y a pas de questions. Et donc, je pense que tu as été très très clair. Effectivement, ce module-là, en termes de finesse pour optimiser les structures, c'est quand même hyper intéressant parce qu'avant, bon, c'est ce que Oui, tu avant, disais, on était... il fallait faire une analyse assez poussée qui finissait un petit peu au doigt mouillé sur oui, l'attribution des coefficients de flambement. Et là, vraiment, et du coup, le doigt mouillé, c'est souvent du côté de la sécurité. On obtient des structures un petit peu moins optimisées. C'est plus de coûts, c'est plus d'impact carbone. Et là, ça permet vraiment de traiter correctement ce sujet-là. exactement. Oui. C'est un saut dans la qualité qui est remarquable. Mais la non-linéarité va ouvrir des portes que je crois qu'on va être très surpris dans CP Ingénieur avec tout ce qui se profile à l'horizon. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est la simplicité avec laquelle ils l'ont intégré, quoi, parce que c'est pas du tout un sujet Mm. trivial de faire Oui, du calcul non linéaire, et là, c'est à la portée de tout utilisateur CP3D qui est en 2024.d, quoi, exactement. aujourd'hui. Mm. Super. Ah, petite question. Ah, et puis ça va être une question pour toi, du coup, Véronica, ça va être parfait pour ta transition. C'est est-ce que ces nouveaux modules fonctionnent automatiquement dans les licences que nous avons ou non? Je pense que tu as la réponse. Effectivement, je vous répondrai tout à l'heure si vous voulez. Mais bon, c'est très important de savoir, comme ils ont expliqué mes collègues ce matin, qu'il est très important d'avoir le moteur de calcul OpenSys sur votre licence pour pouvoir travailler avec ces modules-là. De toute façon, je vous appelle dans quelques instants et je vous explique personnellement. Eh bien, nous n'avons plus de questions, n'est-ce pas? Non, il n'y a plus de questions, Je, re- celle qui est... je remets les caméras ou pas? Ben, remets ta caméra quand tu Ah, peux pardon, dire au je ne savais revoir. pas que vous étiez là. Pardon. Non, c'est juste pour dire merci Agustine et merci Yves. Très bonne présentation comme d'habitude. Ouais. Merci, Véronique. Merci beaucoup, Agustine. Ouais, c'était vraiment très bien présenté. C'est pour Merci, cela Yves. qu'il n'y a pas de questions. Très bonne présentation. Il n'y a pas de questions, très Voilà. bien expliqué. Alors, je vais souhaiter à tout le monde une très bonne journée et on vous remercie de votre assistance. Donc, à très bientôt et merci encore une fois. Merci à tous. À Merci, bientôt, Véronique. merci. Merci, Yves. Au revoir.